Thank you, Peter. The next speaker on the list is Melanie Vritjan from Belgium, from Ikator. But I don't know if she still is here, between of us. Here she comes. Yes, Melanie is the president of Ikator. I think all of you know her. And she will also tell us a little bit news of the situation, what is going on. It doesn't matter what you're doing, it's important to be well dressed. This is the most important thing. Okay, I will speak in French. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au rassemblement que notre ASPL, Coalition internationale contre la torture électronique et la robotisation des êtres vivants, Ikator, organise avec plusieurs de nos associations partenaires avec le soutien de Droits et Libertés. Je vous remercie d'être venus si nombreux et surtout de très loin pour certains d'entre vous. Je me présente, Melanie Vritjan, je suis la présidente et fondatrice de l'association Ikator. Notre association, que j'ai constituée en 2016 avec d'autres personnes, poursuit comme but de faire reconnaître la cause des êtres vivants victimes d'expérimentation illégale à partir d'ondes électromagnétiques et armes neurologiques. Nous sommes reconnus à l'ONU comme correspondants officiels depuis le 28 février 2020. Les préoccupations de notre association sont reprises dans le rapport du rapporteur spécial AHRC 4349. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Cybertorture sur la page 20. Le contexte de la création de cette association, son but lucratif est le suivant. Un taux alarmant de citoyens dans le monde se plaignent d'expérimentation électronique sous-cutanée sans leur consentement, que ce soit dans le cadre de la recherche médicale, des expérimentations scientifiques, pour obtenir des renseignements ou simplement dans le cadre de visites criminelles. Le nombre de personnes qui s'en plaignent augmente de manière exponentielle dans le monde entier et tous les pays et tous les symptômes physiques et psychologiques qu'elles expriment sont identiques. Les implants en miniature électroniques contrôlés par radiofréquence chez l'être humain ne sont pas un phénomène nouveau, car cela est bien documenté depuis le début des années 1960. L'abus de ce type de technologie sans consentement constitue une grave violation du serment d'Hippocrate, du Code de Nuremberg, les droits de l'homme fondamentaux de l'Union européenne et de l'ONU, et en outre les constitutions de la plupart des pays occidentaux. Aux États-Unis, plusieurs de ces cas de ces implants non consentis ont été documentés, comme le cas de David Larson et des inventeurs Bob Boyce et James Walbert. En ce qui me concerne, après avoir confondé en 2011 l'International Center Against Cover Technologies et avec quelques médecins et ingénieurs basés aux États-Unis, et en 2013 le European Commission Against Covert Harassment enregistré par l'avocat allemand Maître Henning Witte à Stockholm, j'ai alors été approchée par plusieurs victimes résidant à Bruxelles qui désiraient que je crée une association en Belgique pour la défense des victimes et que j'en assume la présidence. Ainsi, Ikator fut créé le 1er avril 2016 par 6 membres effectifs, 5 résidents en Belgique et 1 en France. Notre association promeut l'interdiction et l'abolition totale
de l'usage des technologies ou d'armement utilisant des méthodes invisibles ou imperceptibles sans le consentement des personnes concernées. Nos buts. Nous exigeons que soient condamnées les pratiques de harcèlement criminel en réseau, communément appelé gang stalking ou organized stalking, qui souvent précèdent et ensuite vont souvent de pair avec des tortures et ou des manipulations par armes et énergie dirigées. Ces 10 dernières années, je me suis entretenue avec des milliers de victimes dans le monde qui se plaignent d'exposition et d'expérimentation avec les armes électromagnétiques. Cela inclut non limitativement altération de l'humeur, palpitations cardiaques, mouvements corporels involontaires, céphalée, vertige, nausées, troubles de la vision, brûlure de la peau, perte d'équilibre, micropuçage non consensuel par des implants médicaux, nano et neurotechnologiques, perturbations neurocognitives, comme des pertes de mémoire de court terme et des lésions cérébrales. L'ensemble de ces troubles est aujourd'hui regroupé sous le terme syndrome de la Havane. Après que les diplomates, militaires et agents de renseignement américains et canadiens eurent été attaqués par l'énergie de micro-ondes pulsées et dirigées dans différents pays du monde, à commencer par Cuba, la Havane. Afin d'apporter à nos membres des preuves scientifiques de leur implantation qui permettent de les manipuler à distance, nous organisons également des scannings de radiofréquences avec un matériel spécifique. Pour détecter des puces RFID, des nanomatériaux, des pièces biomédicales ou de la technologie de ce type, introduits dans leur corps sans leur consentement. Ces séances de scanning sont en général organisées en environnement protégé, c'est-à-dire dans une cage de Faraday, certifiée d'un institut de recherche ou par des investigateurs privés avec qui on collabore. Comme documentation complémentaire sur ces armes à micro-ondes et expérimentation non consensuelle, je vous réfère à un article du psychiatre canadien, le professeur Amin Mohamed Gadit, discipline de la psychiatrie, Université mémoriale de Terre-Neuve à St. John's au Canada. Son article intitulé « Le terrorisme et la santé mentale, la question de la fragilité psychologique » sera publié en octobre 2009 dans le journal de l'Association médicale du Pakistan. Le professeur Gadit y parle des rapports sur une intervention nouvelle et redoutable d'armes de violence qui s'appellent les armes bioélectromagnétiques. Il écrit, selon la description par l'Institut de sciences et société, ces armes fonctionnent à la vitesse de la lumière, peuvent tuer, torturer et réduire en esclavage sans extériorisation physique. Plus loin, il ajoute que les voix et les visions, les rêves éveillés et les cauchemars sont les manifestations les plus étonnantes de ces systèmes d'armes. Elles sont aussi capables de paralyser le sujet humain et en limitant sa gamme normale de mouvements, provoquant une douleur aiguë, l'équivalent d'une défaillance des organes majeurs ou même la mort, en interférant avec les fonctions normales des sens humains. Ces armes peuvent entraîner des difficultés à respirer et induire des attaques cérébrales, en plus des dommages aux tissus et les organes. Comme vous le voyez, notre association n'est pas la seule à lutter pour la reconnaissance de cette cause. Mais ICATOR s'entend comme l'organisation qui regroupe plusieurs autres associations nationales. Parmi elles, les principales sont Viatec, Víctimas de Acoso Electrónico Mind Control en Espagne, Initiative gegen elektromagnetische Folter en Allemagne, l'association but non lucratif Schutzschild également en Allemagne, People Against Covert Torture and Surveillance International, PAX, aux États-Unis, Targeted Justice aux États-Unis, StopSet en Pologne, Moscow Housing Ecology Committee en Russie, Covert Energy Torture
en Inde, Technology Crime Victims Network au Japon et bien d'autres. Les coordonnées de ces associations se trouvent sur le site d'ICATOR, ICATOR dans la rubrique International Groups. Voilà en quelques mots ce que fait notre association. Maintenant, vous verrez ici beaucoup de gens qui exigent l'application du principe de précaution en ce qui concerne le déploiement de ces technologies, en particulier celle de la 5G. Dans ce cadre, je vous lis certains extraits d'une réponse que nous avons adressée au département rayonnant et technologique de Bruxelles Environnement. C'était notre réponse à l'enquête publique portant sur le projet de plan régional sur l'environnement électromagnétique à Bruxelles. L'exposition aux champs et rayonnements électromagnétiques provoque des effets biologiques multiples sur les organismes vivants. La réalité de ces effets biologiques est mise en évidence depuis plus de 40 ans. Pourtant, leur existence n'a pas été prise en compte dans l'établissement des seuils limites. Aucune considération, non plus des expositions prolongées, du caractère modulé et pulsé des rayonnements d'origine technologique, de la vulnérabilité spécifique des êtres vivants de petite taille, dont les enfants, les fœtus, les oiseaux et les abeilles, de la complexité des courbes dose-réponse. Faut-il s'étonner, dès lors que le seuil limite se situe plusieurs ordres de grandeur au-dessus des niveaux auxquels des effets biologiques, sanitaires et environnementaux ont été recensés? Les recommandations officielles et les normes en vigueur sont largement inadaptées pour protéger durablement la santé et les écosystèmes. Au regard des connaissances actuelles, il ne s'agit plus de tergiverser sur les risques de technologie sans fil, mais de reconnaître ces risques et d'informer correctement la population. Il est aussi nécessaire de revoir les normes à la baisse, de mettre en œuvre des mesures de précaution, nous pourrions même dire des mesures de prévention, d'adapter nos comportements et de rassembler les compétences pour développer rapidement des technologies respectueuses de la santé et des écosystèmes. Elles doivent pouvoir répondre aux besoins véritables de notre époque, tout en respectant la vie sur la planète. Les technologies saines et pérennes constituent de réelles opportunités de développement économique négligées à ce jour. En attendant d'accéder à de telles technologies, la seule solution saine dont nous disposions aujourd'hui réside dans les filières câbles et fibres optiques, qu'il faudrait privilégier partout où cela est techniquement possible. Dans le fait, pourtant, la tendance est à l'opposé. Le recours au sans-fil se généralise dans nos habitations, nos lieux de travail, nos écoles, nos hôpitaux, nos transports et lieux publics, sans même que soit posée la question des conséquences sanitaires de ces choix. Cette option est imposée arbitrairement au détriment de la santé publique. De nombreux spécialistes internationalement reconnus pour leur expertise en bioélectromagnétisme se montrent particulièrement préoccupés par le déploiement de la 5G et de l'Internet des objets, Internet of Things, IoT. Un de nos plus proches associés, le Dr. Barry Trower, expert en armes à micro-ondes de la Royal Navy. Il a été formé au Government Microwave Warfare Institute dans les années 60. Le travail de son unité consistait à neutraliser des bombes sous-marines qui utilisaient des micro-ondes. Dans les années 1970, il a aidé à débriefer des espions entraînés à la guerre par micro-ondes. Son premier diplôme est en physique et s'est après spécialisé dans les micro-ondes. Le Dr. Trower a émis plusieurs rapports alarmants concernant les risques sanitaires et environnementaux qui représentent le déploiement de la 5G, notamment pour les zygotes et les fœtus, les enfants et les femmes enceintes. Car contrairement aux médicaments, où il y a une dose adulte et une dose enfant, il n'y a pas de sécurité du niveau de rayonnement micro-ondes pour les enfants, pas un. Sa fonction de conseiller, il dit.
qui exige que je lise et traduise des articles dans le monde entier. Il dit, je n'ai jamais, quoi qu'il arrive, dans quelque pays que ce soit, où je donne des conférences, dans tous les articles que j'ai pu lire, trouvé un seul scientifique qui oserait soumettre à un examen par des pairs un niveau de micro-ondes garanti inoffensif pour un enfant ou un embryon. Il n'y a pas de niveau inoffensif. Comme la 5G requiert l'installation de nouveaux antennes cellulaires très proches, la population serait constamment exposée au rayonnement d'ondes millimétriques dont l'énergie est plus grande et la portée moindre. Et cela, en plus des micro-ondes utilisées jusqu'à présent par les technologies 2G, 3G et 4G. Cela nous amène à cette question. Avec des fréquences plus élevées, une portée plus faible, combien de stations sera-t-il nécessaire de placer par kilomètre carré? Selon le briefing du service de recherche du Parlement européen, d'où certains extraits sont tirés, il faudrait placer 800 stations de base par kilomètre carré, point d'accès sans fil à portée limitée. La 5G nécessite également l'utilisation de nouvelles technologies comme les antennes actives capables de former des faisceaux orientables et permettent des entrées et des sorties massives MIMO. C'est précisément cet aspect de faisceau dirigé qui nous inquiète. Protéger la population des éventuels effets néfastes des CME, champs électromagnétiques, est une responsabilité qui incombe au gouvernement des États membres. Veuillez vous référer au briefing 6 juin annexé où Mme Miroslava Karaboycheva décrit les préoccupations de l'Union européenne. Le Comité scientifique des risques sanitaires émergents de nouveau CSRSEN a suggéré qu'il n'était pas attesté que les rayonnements électromagnétiques affectent les fonctions cognitives de l'être humain ou qu'ils contribuent à l'augmentation des cas de cancer chez l'adulte et l'enfant. Il est toutefois important de noter que l'Alliance internationale sur le CEM, IEMFA, a fait état des conflits d'intérêts pour de nombreux membres du CSRSEN, qu'elles entretenaient des relations professionnelles avec plusieurs entreprises de télécommunications ou recevaient des financements de leur part. Cela nous amène à nous poser la question sur l'évolution des recherches à ce jour. En 2011, l'OMS et le Centre international de recherche sur le cancer, CIRSC, ont classé les champs électromagnétiques de radiofréquence comme peut-être cancérogènes pour l'homme. Sujet soumis à l'examen 2020 jusqu'en 2024. La résolution européenne 1815 en 2011 du Conseil de l'Europe identifiait toutes comme le Dr Barry Trower, expert d'Icator, l'avait expliqué que les enfants, donc risque de tumeur de la tête, les adolescents et les jeunes en âge de procréer, ils seraient particulièrement vulnérables. Cette résolution européenne suggérait également que le coût économique et humain de l'inaction pourrait être très élevé si les avertissements précoces étaient négligés. Il serait important de consulter ou d'inviter le Dr Trower à exposer son avis sur les risques encourus par la population par ce foisonnement d'énergie et des champs électromagnétiques. Il pourrait également expliquer comment les faisceaux dirigés pourraient porter préjudice à notre sécurité à tous. D'autant plus que le Dr Trower est expert en armes en micro-ondes et capable de décrire le type de technologie que la population utilise sans vraiment en comprendre la portée. Puis si utilisé de manière mal intentionnée. Pour terminer, nous voulons vous référer au procès gagné en août 2021 par l'Environment Health Trust aux États-Unis. Federal Court orders Federal Communications Commission to explain why it ignored scientific evidence showing harm from wireless radiation. Traduction libre. La Cour fédérale ordonne à la Commission fédérale des communications d'expliquer pourquoi elle a ignoré les preuves scientifiques montrant les dommages causés par le rayonnement sans fil. Vous trouverez l'article Environment Health Trust wins in historic decision. 6 juin. D'ailleurs,
Une loi cadre a déjà été votée par le Parlement et le Sénat belge en date du 12 juillet 1985, publiée au Moniteur belge le 26 novembre 1985. Qu'en est-il de la mise en application? Vu les risques décrits ci-dessus sur la santé et la sécurité auxquels la population de Bruxelles serait exposée, nous nous étions opposés fermement à cette nouvelle baisse du niveau de protection exigée par les opérateurs. Rehausser la norme fixant les limites d'exposition au champ électromagnétique de 6 à 14,5 volts par mètre n'est pas une adoption légère à la hausse. Au contraire, c'est multiplié par 6 le rayonnement subi autorisé. Nous vous prions d'être vigilants lors de la création du cadre législatif au point de vue technologie. De toutes nos demandes et avertissements, les autorités n'ont tenu aucun compte. Leur responsabilité est engagée sans limite. Je vous remercie de votre attention. Merci.